et le travail de toutes les forces vives de la nation. Dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. Bonsoir. L'eau et l'électricité. Une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire précieux. Salut le meilleur. Mathilde, bonsoir, bonsoir Ibrahim. Bonsoir Watralagi, bonsoir, bonsoir Odasan, bonsoir Trawe Kassoum, bonsoir. Je t'aime aussi, Momo. Momo Lacoste, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jean-François, bonsoir, 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 bonsoir. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui, oh, c'est lui. En tout cas, c'est lui le meilleur des... Amara Sanogo, bonsoir, bonsoir Boubacar Mfa Diakité, bonsoir, bonsoir Cheikh Fofana, bonsoir. Bonsoir Dave, bonsoir, bonsoir Youssouf Karamoko, bonsoir. Salimata Traoré, bonsoir. Los Dosso, bonsoir. En tout cas, c'est lui le... Non, je ne vais pas le donner à VCAB. On va parler. C'est lui, oh, c'est lui, Ado. En tout cas, c'est lui le meilleur. Oh. Il n'y a pas meilleur pour moi. Il n'y a pas meilleur candidat. Il est le seul. Ado. En tout cas, c'est lui le meilleur. Oh. L'eau et l'électricité. Pour une Côte d'Ivoire mondiale, pour une Côte d'Ivoire meilleure. En tout cas, c'est lui le meilleur. Merci. Merci beaucoup, merci, 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 merci. C'est lui, oh, c'est lui.
Salut, oh, salut. Idriss Konaté, bonsoir, bonsoir. En tout cas, Ado, c'est le meilleur. Requin Blanc, bonsoir. Merci d'être là. Merci pour le partage. La Ciné Bamba, bonsoir. Salut, oh. Salut, oh. Hey. Merci pour les cœurs. Merci, 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 Ibrahim, merci. En tout cas, c'est lui le meilleur. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir famille. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Chers parents, bonsoir. Sugar, bonsoir, merci. Oh, aujourd'hui, tu as eu un peu de temps, tu es présent. Bonsoir, Jacques Badiel. Bonsoir, Amidou. Bonsoir, bonsoir, Kevin. Bonsoir. Bonsoir à vous. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez correctement? Est-ce que vous avez mon son? Si vous avez mon son, dites que vous avez mon son. Parce que on va parler. Alors, aujourd'hui, je vais aborder 3 petits sujets. En tout cas, pour moi, c'est des petits sujets parce qu'il n'y a pas véritablement grand-chose à dire, mais il y a quelque chose à dire quand même. Donc, mon premier sujet, ça sera le sujet de Ividero et le monsieur, je ne sais pas s'il faut dire le monsieur ou la dame, Love Gugu. Mon deuxième sujet va porter sur le partisan de Soro Guillaume qu'on a arrêté au Mali. Et le troisième et dernier sujet, on va relire encore la lettre ouverte de M. Jean Bonnet à l'ex-président Laurent Gbagbo. Ouais, les gens se plaignent, les gens ne veulent pas qu'on dise quelque chose dessus parce que eux, ils ont la science infuse, c'est eux qui savent tout, c'est eux qui connaissent tout. Mais nous, on va donner notre point de vue par rapport à ça. On va parler. On va parler parce que nos parents sont morts. Pour cette lutte, pour cette soi-disant lutte-là, nos parents sont morts, ils ont suivi Laurent Gbagbo, ils sont morts cadeau. Oui, ils se sont battus pour Laurent Gbagbo, ils sont morts cadeau. Donc, quand il y a une situation sur la toile, on va parler. Même si on n'est pas du FPI, on va parler. On n'est pas obligé d'être au FPI pour parler. Hein. En tant que citoyen, en tant que citoyenne et citoyen ivoirien, si tu as la possibilité de parler, que tu es assez courageux de parler à visage découvert, mais tu vas parler parce que tu es responsable de ce qui est en train de se passer. Tu fais partie de ceux qui sont en train de réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et cette histoire-là, nous autres, nous ne voulons pas rester en marge par rapport à ça. Parce que comme je le dis souvent, je ne cesserai de le dire, que ces gens-là, ils nous ont appelés, ils nous ont invités. Autrefois, quand ils nous ont appelés à leur palabre là, quand ils nous invitaient dans les affaires de politique là, ça dit qu'on n'était pas éclairés, on ne voyait pas, on prenait tout simplement parti contre Y parce que pour nous, la personne est en difficulté, mais la personne est vraiment
prise à partie. Donc, on s'est jeté dans ce palabre-là depuis près de 20 ans qu'on est dans ce palabre-là qui dure longtemps. Ils nous ont plusieurs fois appelés, on s'est jeté dedans. Donc, on est obligé maintenant que nous, les survivants, là, nous sommes obligés de donner de la voix. Donc, je suis là par rapport à ça. Pour tous ceux qui m'ont écrit pour des petites menaces à 2 balles, là, ça ne fait rien les menaces. Les menaces, nous sommes dans un pays où on doit parler. Voilà, parce que la parole a été libérée. Et cette parole-là, quand elle a été libérée, elle n'a pas été libérée que pour les politiciens, elle a été libérée pour nous tous. Donc, on a nos mots à dire. Donc, je vais dire mon mot. Mais avant de parler du FPI de M. Laurent Gbagbo, on va parler de la plainte de Yves Dero qui aurait fait arrêter Love Gugu. Mes familles, moi, je veux pas parler avec une langue de bois. Je vais vous dire les choses comme elles sont. Si ça fait mal, vraiment vous allez m'excuser. Mon but c'est pas de vous faire mal, mais mon but c'est de vous éclairer. Comme je vous ai dit, la position dans laquelle je suis là, c'est une position qui me permet de vous éclairer, de vous dire les choses comme elles sont réellement. Parce que tout ce qui est cru fait mal, malheureusement. Mais nous, Ivoiriens que nous sommes obligés de vous parler de façon crue pour que vous compreniez les choses. Parce que quand ça va vous booster, quand ça va vous titiller, en ce moment-là, vous allez mieux comprendre. Mais quand on a l'habitude de caresser les choses dans le sens du poil, vous ne comprenez pas. Vous pensez qu'on a forcément besoin de vous, alors que ce n'est pas ça. Donc, je donne mon point de vue par rapport à ça. Je fais partie des personnes qui ont soutenu Yves Dero quand elle a été vilipendée de cette façon. Oui, si vous vous souvenez, j'ai fait un post. Je n'ai pas fait de vidéo par rapport à ça, mais j'ai fait un post pour dire Yves Dero, je te soutiens. Je te soutiens pourquoi? Parce que les Ivoiriens blogueurs, là, ceux qui disent qu'ils sont blogueurs, ils sont influenceurs, depuis que cette affaire de Facebook est arrivée là, depuis qu'ils ont essayé, ils ont tenté de faire quelque chose, de diffamer les gens, ils ont tenté d'insulter les gens parce qu'avec cette politique qui est arrivée en Côte d'Ivoire depuis 2010, et après ça, il y a eu la partie des vidéos, les gens n'ont jamais été inquiétés pour diffamation. Parce que les Ivoiriens règlent leurs problèmes du tic-toc-tac. Les Ivoiriens ne savent pas aller en justice. Les Ivoiriens, là, ils ne savent pas dire que tu m'as diffamé, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne connaissent pas les lois, en fait. Ils ne connaissent pas les lois. Le peuple ivoirien ne connaît pas les lois. Même vivant en Europe, vivant en France, ils sont pleins comme ça qui ne sont pas éclairés sur les lois. Ils sont pleins qui ne savent pas qu'il y a des limites qu'il faut avoir en disant certaines choses. Ils sont nombreux. Ce n'est pas parce qu'ils sont en Europe qu'ils sont éclairés forcément. Moi, j'étais là pour vous dire ça. Ce n'est pas parce que les gens qui sont remplis en France ici, ils sont remplis en Angleterre, ils sont remplis au Canada, ils sont remplis aux États-Unis là. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans ces pays européens là. Ils ont juste eu la chance de quitter la Côte d'Ivoire pour venir. Et nombreux ceux qui sont ici, dans leur tête là, ils sont là pour leur gossi. Point barre. Tout ce qui concerne les lois, tout ce qui concerne le bon vivre même, le savoir vivre là même là. Ils ne s'intéressent pas trop. C'est-à-dire que c'est des Ivoiriens qui sont venus en Europe, mais leur tête là, c'est toujours en Afrique. Donc, ils prennent rien de bon de l'Europe. Ce qu'ils prennent de bon de l'Europe là, c'est de vider les maris des maisons, c'est de chasser les parents. Quand ton parent vient te voir qu'il a duré chez toi, c'est de le mettre dehors pour dire qu'ici en France, on n'héberge pas quelqu'un. Voici leur meilleure façon d'être en Europe. La meilleure façon d'être en Europe, là, c'est de te torpiller, c'est de dire aux gens que toi, tu n'as pas de papier, tu travailles un papier de quelqu'un. C'est comme ça que les Ivoiriens, les Africains qui sont en Europe, c'est comme ça qu'ils vivent. Mais dire qu'ils sont dans un pays, ils vont s'imprégner des lois de ces pays-là pour avoir des limites en toutes choses, ils ne le font pas. Ils sont assis sur leurs neurones. Les neurones se trouvent en bas, en dessous de leurs pieds. Les neurones, pour certains, se trouvent en dessous de leurs fesses. Donc, ils ne savent pas ce qui se passe. Et donc, avant de s'adresser à Yves Dero, avant de m'adresser à Yves Dero, on va dire ici que cette femme-là, quand elle est sortie, je ne sais pas si c'est un homme, je ne sais pas s'il faut dire un homme, quand elle est sortie pour diffamer Yves, pour dire qu'elle a lapé Yves de 21h jusqu'à 3h du matin, ou bien à 6h du matin, là. Vous les mêmes là aujourd'hui, là, vous qui
Vous qui faites sur comme vous ne connaissez pas les choses et puis vous dites que Yves Idero, c'est parce qu'elle a l'ombre qu'elle allait convoquer la fille. Elle allait mettre la fille en prison. Pour certaines personnes même qui sont en train de demander pardon, vous demandez pardon, en même temps vous dites que vous vous posez la question pourquoi Yves Idero n'a pas convoqué la fille en France et puis elle s'en l'a convoquée en Côte d'Ivoire. Mais Yves Idero ne vit pas en France. Yves Idero fait la navette. Yves Idero là, elle vit en Côte d'Ivoire et puis elle vit un peu en France, elle vit encore. Mais aujourd'hui là, ce dont on est sûr, on sait que Yves Idero vit en Côte d'Ivoire. Pourquoi voulez-vous qu'elle soit partie en France pour ses affaires perso et qu'elle se charge, elle s'encombre avec ces choses-là? Vous savez, quand vous avez dit sur la toile ici qu'elle était lesbienne, vous savez ce qu'elle a vécu? Est-ce que vous savez ce qu'elle a vécu? En ce moment-là, on n'a vu personne. On n'a vu personne. Et depuis que cette fille-là a fait ce gros mensonge-là, moi, Solange, personnellement, j'ai constaté que la cote d'Yves Idero a baissé. Même si elle ne le dit pas, même si elle ne le fait pas savoir, même une lionne, comment, quelqu'un qui est fort, comment. Moi, Solange, dans mon intimité, j'ai su que Yves Idero a été touché par cette affaire-là. Oui, Yves Idero a été touché profondément par cette affaire-là. Ça a touché son image, ça a touché sa vie personnelle. Ça a touché la vie de son enfant. Ça a touché la vie de sa mère. Mais pendant ce temps-là, on n'a vu personne pour cogiter, pour dire, attention, nous sommes allés très loin. Il fallait qu'on entreprenne des démarches maintenant. Il fallait que dès maintenant, même si le monsieur Love Gugu ne demandait pas pardon, mais il fallait que les blogueurs qui se sont mis à relayer cette mauvaise information-là se mettaient encore sur la toile pour essayer de laver un peu l'image de la dame. Ça n'a pas été fait. C'est pour ça qu'on dit que ce qu'on fait sur Facebook, c'est virtuel. Les 300 personnes actuellement qui sont connectées là, c'est virtuel. C'est pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, là, quand tu as ton pépin, tu te retrouves seul contre ton pépin. Donc, Yves Idero a été seul. Peut-être son époux l'a épaulé pour pouvoir remonter cette affaire. Mais même si son époux l'avait épaulé, mais comprenez que l'époux même là, il est épaulé peut-être parce qu'il y a encore de l'amour pour sa femme. Mais l'époux aussi a été touché. L'époux a été touché. Donc aujourd'hui, on va de vous mettre gaillardement sur la toile pour demander pardon à Yves Idero de retirer sa plainte ou bien de faire quoi que ce soit là. Reconnaissons tous que... Reconnaissez, parce que moi je ne suis pas dedans. Moi je l'ai défendu. J'ai dit que ce n'était pas normal que des choses qui se sont passées en secret, qu'on vienne déposer ça sur Facebook. J'ai trouvé ça anormal. Pour moi, une femme qui est bien portante dans ta tête, c'est comme un homme qui a eu des rapports avec toi, qui a couché avec toi, qui t'a dragué, c'était bien doux. Et puis un matin, parce que tu allais causer avec lui, son ex, mais tu as fait un geste qui ne lui a pas plu pour te blesser. Il vient s'asseoir sur la toile et puis il décrit comment lui il a couché avec toi. Famille, nous tous là, en dehors d'avoir nos enfants là, on vient d'une famille quand même, on a des parents. Qui voudrait que sa soeur soit aussi vilipendée? Qui peut accepter ça? Personne ne peut accepter ça. Mais à son temps, il n'y a eu personne pour soutenir Yves Idero. Il n'y a eu personne. La fille, quand bien même que mal elle s'est levée, elle a fait une vidéo pour s'expliquer. Mais ça n'a pas donné. Ça a cassé son image. Yves Idero a baissé en cote. Moi, je suis Yves Idero depuis qu'elle a commencé ses petites vidéos de 5 minutes, 10 minutes là. Ces petits trucs pour faire rire là. Parce que moi, je l'adore. Je l'adore parce qu'elle est naturelle. Quand je la regarde, elle n'a même pas encore ouvert sa bouche que je me mets à rigoler. À chaque fois, ma fille me dit, mais maman, pourquoi cette dame-là te fait rire? Pourtant, toi, tu es difficile. Je dis, mais regarde-la comme elle est. Parce qu'elle est vraie. Et moi, je sais déceler les personnes vraies. Donc, je soutiens toujours les personnes vraies. Les personnes qui sont dans du matu vu là, moi, ça ne m'intéresse pas. Les gens qui font du tape à l'œil, les gens qui attirent les gens pour que, alors que dans le fond, ils ne sont pas ça là. Moi, ça ne me dit rien. Ça ne m'épate pas. Mais Yves Idero, là, elle est vraie. Quand elle fait les choses avec son cœur. Mais en son temps, il n'y a eu personne pour la défendre. En son temps, il n'y a eu personne même pour vraiment lui apporter des mots gentils pour qu'elle soit consolée, pour qu'elle soit réconfortée. Je parle des blogueurs. Je parle de ceux qui disent qu'ils sont influenceurs sur la toile. Je parle d'eux. Aujourd'hui, tout le monde demande pardon à Yves Idero. Mais c'est avant qu'il fallait le faire. L'eau a coulé sur le pont, il y a eu des mois. Yves Idero a perdu, moi je vous le dis aujourd'hui, elle a perdu beaucoup de contrats, de boulot. Elle était dans des contrats avec des sociétés, mais qui l'ont lâché, qui n'ont plus honoré ces contrats-là, qui l'ont lâché. Yves Idero, elle a été lâchée. Famille,
Donc, c'est quand bien même que mal, parce que c'est une vidéo, elle se maintient, elle essaie de faire un effort, qu'on n'a pas su qu'elle a été affectée. Mais moi, en tant que femme, j'ai su qu'elle était très affectée. Et j'ai su que son image a pris un coup. J'ai su même que ses activités ont pris un coup. J'ai su encore dans son intimité que même son couple a pris un petit coup. Donc aujourd'hui, nous allons demander pardon à Yves Vidéro. Nous allons demander pardon à Yves Vidéro. Mais en même temps, moi, quelque part, ça me soulage. Ça me soulage de savoir que Love Gugu est à la maca. Parce que il faut ça, il faut ce genre d'attitude-là pour que sur Facebook-là, on arrive à dissocier les choses. Pour que sur Facebook-là, on arrive à se respecter. Pour que sur Facebook-là, on ne se dise pas que comme j'ai mangé celle-là, comme je l'ai vu nu et tout, donc je peux me permettre. Non, tu ne peux pas tout te permettre. Facebook est là pour sensibiliser, pour alerter, pour retrouver des anciennes connaissances, pour égayer, pour faire son commerce, pour faire plein de choses. Mais Facebook n'est pas là pour venir décrire les fesses des gens sur Facebook, pour venir décrire le bout des seins des gens. Facebook n'est pas là pour ça. Facebook n'est pas là pour ça, famille. Donc, nous allons demander pardon à Yves Vidéro, parce que ça là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris aujourd'hui qu'on ne peut pas tout se permettre sur Facebook. On ne peut pas tout se permettre sur Facebook. On doit avoir des limites dans ce que nous faisons. On doit comprendre que ce que nous faisons là, quand nous allons dans la vie privée des gens, ces personnes-là souffrent. Ces personnes-là sont déchirées. Ces personnes-là ont un lourd devoir de pouvoir relever leur image. Oui, Love Gugu, elle vit en France ici, d'accord? En France, c'est légalisé. L'homosexualité est légalisée. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas légalisé. Ce n'est pas légalisé. Et donc, dans les pays où l'homosexualité n'est pas légalisée, là, quand vous qui avez les doubles sexes, là, quand vous allez comme ça dans ces pays où ce n'est pas légalisé, là, mais vous devez rentrer en fond sonore. Vous devez même vous cacher. Mais vous ne devez pas vous montrer sur comme le pays était d'accord. Parce qu'on vous laisse, vous êtes des citoyens, vous pensez qu'on accepte que vous soyez comme ça au milieu de nos enfants, au milieu des gens. Mais non. En France ici, oui, c'est normal. En Europe, c'est normal. Mais en Afrique, là, on n'a pas encore accepté ça. Quand bien même que ça existe, mais ce n'est pas de façon officielle. Donc, il y a un comportement qu'il faut avoir quand tu arrives dans ces genres de pays-là. Et toi-même, tu savais que tu venais en Côte d'Ivoire. L'affaire que tu as gâtée depuis là, c'est à la veille de ton voyage que tu commences à demander pardon. Tu commences à faire des zizanies de demander pardon. Ben non. Ben non. Moi, je pensais à la façon dont Love Gugu parlait, s'exprimait sur cette affaire-là. Je pensais qu'elle avait des preuves. Parce qu'elle disait haut et fort qu'elle avait des preuves de tout ça. Donc, si le parquet, le tribunal t'appelle là, on te met là-bas là, tu fais sortir tes preuves, tu dis je ne parle pas pour rien. C'était ma copine. Voilà ce que je lui ai fait. Je vous donne, voici quelques preuves. Mais tu n'as pas de preuves. Rien. Et tu te mets sur la toile, tu diffames quelqu'un. Ça veut dire que tu dis du n'importe quoi sur la vie de quelqu'un comme ça. Et puis la personne est salie du jour au lendemain. Imaginez si c'était une âme sensible et puis elle partait se suicider. C'était pour mettre les rip. Et puis derrière rip là, sa fille était orpheline. Sa maman avait perdu son enfant. Alors que c'est elle, c'est le contraire qui devait se faire. C'est elle qui devait enterrer sa mère. Donc, à un moment donné, il faut que nous arrêtons ce genre d'attitude-là sur Facebook. Il faut que nous soyons des personnes mûres. Il faut que quand tu prennes ta caméra et que tu te mets devant du monde, le message que tu dois apporter aux gens doit servir à quelque chose. Tu ne dois pas être là seulement pour décrire les seins des gens. Non. Il faut qu'on arrête ce genre de comportement-là. Donc oui, je suis d'accord dans la forme que Yves Vidéro ait porté plainte. Mais aujourd'hui, je demande pardon à Yves Vidéro. Qu'elle peut retirer sa plainte, ça n'empêche pas le procureur de poursuivre. Si on doit sanctionner Love Gugu, ils vont la sanctionner, mais que Love Gugu ne reste pas en prison parce que bientôt en France ici, c'est la rentrée. Soit disant, elle est partie en vacances avec sa fille, il faut bien qu'elle rentre pour préparer la rentrée scolaire de sa fille et que cette petite soit là à l'école. Le fait même qu'on a arrêté la maman, la petite sait que sa maman est en prison là, ça va prendre un coup sur l'esprit de l'enfant parce que ce sont les enfants qui sont nés ici, ce ne sont pas les enfants qui sont nés en Afrique. Voilà. C'est ce que j'avais à dire sur le cas Yves Vidéro et Love Gugu. Je vais entamer mon deuxième propos.
Mon deuxième propos qui est que un certain Soro, je ne sais pas quoi, si vous pouvez me donner son nom, le compagnon de Soro Guillaume qui a été arrêté au Mali. Il faut que je donne de la voix par rapport à ça. Famille, quand on s'assoit sur Facebook et puis on vous alerte, on vous sensibilise et puis on vous garde en éveil, c'est à cause de ces genres d'individus. Et des individus comme ça, il y en a plein qui sont sortis de la Côte d'Ivoire, qui cherchent un endroit où aller, où Soro Guillaume va les envoyer, puis ils vont aller discuter là-bas pour avoir une base arrière pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que je vous dis, tant qu'on n'a pas arrêté Soro Guillaume pour que Soro Guillaume vienne répondre de ces actes de cet audio-là, nous n'allons jamais avoir la paix et la tranquillité. Parce qu'il y a que Soro Guillaume actuellement qui connaît les mécanismes de tous les nombreux coups d'État, qui sait comment il faut faire pour faire un coup d'État, pour faire ceci. Et puis, il se croit encore courageux. Il se croit encore courageux parce que il a pu mettre dans sa poche quelques opposants. Quelques opposants. Comment vous pouvez comprendre que l'ancien président, M. Laurent Gbagbo, puisse demander que le président Alassane Ouattara fasse rentrer Soro Guillaume? On dirait que c'est le président Alassane Ouattara qui tient Soro Guillaume. Le président Alassane Ouattara ne tient pas Soro Guillaume. Soro Guillaume, il a les moyens, il peut prendre son jet privé comme il l'a fait autrefois et puis venir en Côte d'Ivoire. Et quand il est là maintenant, il dit oui, je suis là. Il va aller répondre de ses actes. Il va aller répondre ce pourquoi on l'interpelle. Moi, je voudrais que les Ivoiriens comprennent ça une fois pour de bon. Monsieur Soro Guillaume, ces militants et puis ces cyberactivistes, ils n'ont qu'à arrêter de faire croire aux Ivoiriens et aux Africains que Soro Guillaume est en dehors de la Côte d'Ivoire à cause du président Alassane Ouattara. Non, Soro Guillaume n'est pas en dehors de la Côte d'Ivoire à cause du président Alassane Ouattara. Soro Guillaume il est parti se balader. Quand il va finir, il va rentrer. Soro Guillaume n'est pas moi. Soro Guillaume, il a les moyens pour prendre un jet privé. Voilà. Donc, il peut prendre son jet privé tranquillement et puis il rentre en Côte d'Ivoire. Personne ne le retient à l'étranger. Faut pas, ils vont nous faire une communication à l'envers, du style, oui, Soro Guillaume, on l'empêche. Non, on l'empêche pas. Soro Guillaume a peur de rentrer parce qu'il y a la justice qui l'attend. Dites ça. Et puis, les choses vont avancer parce qu'il faut qu'on avance. Donc, ce monsieur qu'on a arrêté au Mali, là, soi-disant, c'est un réfugié en France. Donc, quand tu es réfugié en France, là, les papiers qu'on te donne, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas aller dans ton pays d'origine. Tu ne peux pas aller dans ton pays d'origine jusqu'à une certaine période. Je ne sais pas si c'est 7 ans ou 8 ans, je ne sais plus trop. Par contre, tu peux aller dans d'autres pays qui ne sont pas ton pays. Donc ce monsieur-là, il allait faire des coups bas au Mali. Et les communicants de Soro Guillaume nous font croire que non, c'est un citoyen lambda qui est parti tranquillement au Mali en vacances, il est parti se promener, mais il est parti vendre des cacahuètes, mais il est parti acheter des cacahuètes. Et puis, le président Alassane Ouattara a donné le mot d'ordre pour qu'on l'arrête. Non. Arrêtez de diaboliser le président Alassane Ouattara parce que ça ne passe pas. Cette façon de communiquer là, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas parce que nous autres là, éclairés là, nous sommes là pour expliquer aux Ivoiriens ce qui se passe. Donc, parlez franchement. Si vous voulez sortir dans le panier à crabe que vous vous trouvez là, parlez franchement. Et puis parlez honnêtement aux Ivoiriens. Parlez à ceux qui vous écoutent. Mais dites la vérité. Rien que la vérité. Ne mentez pas sur le président Alassane Ouattara. Le monsieur, ce qu'il allait faire au Mali là, et puis ils l'ont arrêté là. Il va vous dire ce que lui-même il allait faire au Mali, et puis ils l'ont arrêté. Il sait très bien qu'il n'avait pas le droit d'y aller. Même s'il avait le droit d'y aller, mais il savait aussi très bien que ce qu'il est parti, le rôle qu'il est parti jouer là, il ne devrait pas le jouer. Quand ils vont l'emmener en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas quoi emmener en Côte d'Ivoire, mais quand ils vont l'extrader et que la justice va commencer à faire son coup, on va déballer les choses. Mais pour l'heure là, je suis obligée de vous parler de façon voilée. Je ne peux pas tout sortir parce que les enquêtes sont en cours, tout simplement. Voilà. Je ne peux pas tout dévoiler. Mais ce que moi j'ai à vous dire, c'est que ce monsieur-là, il n'est pas sain. S'ils ont mis la main sur lui, c'est parce qu'il y a des choses qui lui ont été reprochées. C'est parce qu'on a attrapé la main dans le sac. Voilà. Et qu'aujourd'hui, quand je vois quelques cyberactivistes des Soro
qui demandent pardon au président Alassane Ouattara. Mais même le pardon qu'ils sont en train de demander au président Alassane Ouattara, on sent qu'ils sont en train de narguer le président. On sent que le pardon, ce n'est pas un vrai pardon. Tu ne peux pas regarder un président pour dire, joli garçon, tu es beau, non? Tu es comme ça, on te demande pardon. Il faut laisser ton fils rentrer, il faut libérer ton fils Soro qu'ils ont arrêté au Mali là. Il ne faut pas, ils vont le mettre en prison. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Quand tu demandes pardon, c'est-à-dire que quand tu es sincère, c'est-à-dire quand toi-même tu as fini de te mettre en genou dans ta maison et que tu as demandé pardon pour le mal que tu as fait à Dieu d'abord avant de venir t'adresser à celui à qui tu as fait le mal. Mais quand tu arrives vers la personne, la personne est touchée. La personne est touchée. Donc nous qui regardons les vidéos, nous qui écoutons les vidéos des soroïstes là, on n'est pas touchés. On n'est pas touché. Si nous, on n'est pas touché là, ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui va être touché. Nous, on sent, moi personnellement, je sens la haine, je sens la moquerie, je sens l'orgueil dans ce que vous êtes en train de dire. Vous demandez pardon pour Soro Diom, mais on sent l'orgueil, c'est-à-dire que vous n'avez rien laissé. Quand on vous écoute parler, vous demandez pardon, maintenant vous accusez quelqu'un. Non, quand on demande pardon, on n'accuse pas le président Alassane Ouattara. Tu ne peux pas demander pardon au président Alassane Ouattara et puis lui dire que tu as beaucoup d'enfants. Dans tes enfants là, il y a des courageux. Tu connais Soro Diom, il est courageux. Soro Diom, à cause de qui tu es au pouvoir. C'est Soro Diom qui a mis le président Alassane Ouattara au pouvoir. C'est ce que Soro Diom vous fait croire. Soro Diom n'a pas mis le président Alassane Ouattara au pouvoir. Hein. Non, je suis désolée. Parce que si c'était à cause de Soro Diom seul là, et puis il s'était battu, et puis le fauteuil était libre là, Soro Diom lui-même, il allait se mettre au pouvoir pour dire qu'il est président. Il n'allait pas dire au président Alassane Ouattara, il faut aller t'asseoir, tu vas être président. Si c'est comme ça que vous prenez le problème, parce que je n'ai jamais vu au monde ici, quelqu'un qui va faire une rébellion au compte de quelqu'un d'autre pour mettre quelqu'un d'autre au pouvoir. Tous ceux qui ont été à la tête des rébellions, c'est parce qu'eux-mêmes, ils voulaient le trône. C'est parce qu'eux-mêmes, ils voulaient le trône. Donc Soro Diom là, il a fait sa rébellion parce qu'il avait la misère dans sa famille. Soro Diom a approché les gens parce qu'il avait un défi familial à relever. Ça, je vais vous le répéter. Tant que vous allez vous mentir à vous, tant que vous allez essayer de mentir au peuple ivoirien, moi je serai là pour vous dire que Soro Diom est rentré dans la rébellion parce qu'il avait un défi familial à relever. Un défi de misère à relever. Soro Diom ne pouvait pas supporter de voir ses frères et sœurs souffrir, ne pas avoir les moyens pour se mettre à l'école, pour aller à l'école, pour payer les fournitures. Non, Soro Diom ne peut pas supporter ça. La preuve, tout l'argent du Nord qu'il avait là, qu'est-ce qu'il a fait? S'il aimait tant les Ivoiriens, mais ce qui lui est venu en esprit, c'est d'envoyer son frère aller faire des études aux États-Unis. Pendant que les Ivoiriens crevaient de faim, pendant que lui dit qu'il se battait pour les Ivoiriens, là, il a payé le billet, il a mis les moyens à la disposition de son frère. Son frère aujourd'hui est américain aux États-Unis. Alors que dans le même nord, il y a des villages qui sont enclavés, il y a des villages qui n'ont pas l'eau, il y a des villages qui n'ont pas courant. Soro Diom était au pouvoir. Et Soro Diom avait l'argent de l'État. Donc, moi, tout ce que je vous dis là, je vous dis ça pour vous, pour que vous maintenez votre position. Pour que vous ne vous laissez pas distraire. Ceux-là qui sont en train de demander au président Alassane Ouattara pardon, là, les soroïstes qui demandent pardon au président Alassane Ouattara, ce n'est pas un pardon, c'est pour faire endormir les gens. C'est pour faire endormir vous, peuple ivoirien. Parce qu'ils sont en train de tenter le tout pour le tout. Ils n'ont pas baissé la garde. Tant que les opposants ne vont pas venir faire un discours médiatique, c'est-à-dire que tant qu'ils ne vont pas prendre des journalistes pour venir dire officiellement le soulèvement populaire est levé, tant qu'Henri Konan Bédié est président de, je ne sais pas, CNT ou même de quoi là, tant qu'il ne vient pas dire que le mot d'ordre là, tant qu'il ne vient pas lever ça de l'insurrection, du soulèvement populaire, moi je dis que le danger est toujours imminent. Et là, moi ce soir, je vais féliciter les services de renseignement de la Côte d'Ivoire. Et je vais féliciter tous les pays environnants. Les autres pays qui soutiennent la Côte d'Ivoire. Les autres pays qui ne veulent plus voir la Côte d'Ivoire sombrer dans des coups d'État, qui dénoncent tous ceux qui vont faire des coups fourrés chez eux pour attaquer la Côte d'Ivoire. Moi, ce soir, je veux leur dire merci. Merci parce que le peuple ivoirien est fatigué. Merci parce que le peuple ivoirien a besoin de tranquillité. Même si on n'a pas les moyens, on a besoin d'un semblant de paix pour pouvoir se donner le moral d'aller chercher de quoi à manger pour nos familles.
Même s'il n'y a pas du travail pour tout le monde, on a besoin d'un certain moment d'accalmie pour qu'on se donne la force d'aller chercher de quoi à travailler. Même si en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, tout le monde n'est pas fonctionnaire, mais on a besoin de ne pas entendre des canaux bou partout à gauche, à droite, pour pouvoir nous-mêmes réfléchir de nous-mêmes, pour voir le lendemain, qu'est-ce que nous pouvons faire pour être meilleurs. Nous avons besoin de ça. Et pour ceux qui vivent en Europe, moi j'en connais plein qui ne veulent plus rester en Europe, mais ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Personne aujourd'hui ne veut rentrer en Afrique, dans un pays qui n'est pas stable. Nous avons besoin de stabilité. Nous avons besoin de tranquillité. Nous disons que les opposants, eux tous, ils se sont mis ensemble, ils ont perdu. Ils ont échoué lamentablement. Donc maintenant, là, ils n'ont qu'à se concentrer sur 2025. Ce n'est pas la peine de perturber les Ivoiriens. Parce que nous, on a besoin de paix, on a besoin de tranquillité pour pouvoir au moins réaliser nos petits rêves. C'est de ça qu'il est question, famille. Donc ce monsieur-là, ils n'ont qu'à l'emmener, ils vont l'enfermer à Abidjan là-bas. C'est moi qui dis ça. Oui. Ils ne vont pas le libérer, le gouvernement de Côte d'Ivoire, parce qu'on ne va pas rester d'impunité en impunité, parce qu'on veut parler de réconciliation, on veut parler de paix. De quelle réconciliation on parle? Nous, ici, nous parlons de paix. Nous parlons de paix. La réconciliation, on ne parle pas de la réconciliation. Nous parlons de cohésion sociale. Et la cohésion, nous parlons de cette tranquillité des Ivoiriens là. Nous voulons tout simplement que les matins quand on se réveille, qu'on n'ait pas le cœur coupé pour dire qu'on attend des tirs là-bas, des tirs à gauche, des tirs à droite. Donc, tous ceux qui sont au compte de Soro Guillaume, qui sont allés dans les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, là, ceux-là, si on les attrape, il n'y a pas d'impunité zéro au nom d'une quelconque réconciliation. Non, oui. Ils vont aller à la Maca. Si on peut emmener d'autres même à Korogo là-bas, au nord là-bas, là, ils n'ont qu'à aller là-bas. Maca même est rempli. Parce que vous faites des bêtises. Ceux que vous avez mis en prison, parce que le président Alassane Ouattara, le 6 août, il a libéré certains. Et donc, vous voulez continuer, vous voulez qu'on fasse d'impunité en impunité. Et puis, en quelle année, à quel moment on va sanctionner ceux qui font des bêtises? À quel moment? À quel moment? Vous avez reproché ça à Laurent Gbagbo hier. Que c'est un président qui ne punissait pas les gens faisaient n'importe quoi et puis ils laissaient gratuitement. Aujourd'hui, là, c'est ce qu'on prend pour l'attacher. Ça l'a rattrapé. Et donc, vous voulez que le président Alassane Ouattara fasse la même chose? Mais non, le président Alassane Ouattara ne peut pas faire la même chose parce que le président Alassane Ouattara s'appelle Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo, c'était Laurent Gbagbo. Donc, nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, nous, peuple ivoirien, nous sommes là pour dire au président, on est fatigué. On est fatigué que vous libérez les bandits. Parce que ces mêmes bandits-là, quand ils sont libres, là, ils ont le temps de faire des réunions encore pour aller attaquer le nord de la Côte d'Ivoire. Ils ont le temps de faire des réunions pour mettre la désolation dans certaines familles. Donc, nous ne voulons pas de ça. Quand vous mettez la main sur eux, là, mettez-les en prison. Ils n'ont qu'à payer, ils n'ont qu'à purger leur peine. Ils n'ont qu'à aller jusqu'au bout. Je ne suis pas d'accord qu'au nom d'une réconciliation, mais au nom d'une paix, qu'on puisse libérer les gens comme ça en groupe. Non, faisons au cas par cas. Il y a des cas qui ne sont pas très graves. Ils ont commis quand même des délits, mais ce n'est pas très grave. Ceux-là, on peut voir dans quelle mesure, s'ils ont eu des bonnes attitudes en prison, on peut voir dans quelle mesure on va les libérer. Mais on ne va pas libérer tous les voyous, tous les comploteurs de coups d'État. Voici les gens comme les Kone Katina qui sont arrêtés au Ghana, mais qui traînent aujourd'hui à Abidjan. Au Ghana, là, ils l'ont arrêté là-bas. Mais il est à Abidjan, il roule tranquillement, il a le temps même de faire des discours. Hein? Ça ne peut pas aller comme ça. Donc, s'ils ont fait des bêtises dans certains pays et qu'on les réclame là, président Alassane Ouattara, il faut lever le pied sur eux, puis emmène-les là-bas. S'ils sont aussi dans d'autres pays qui font des bêtises là-bas, qu'on les attrape là, ouvre les bras, ils n'ont qu'à rentrer en Côte d'Ivoire, vont purger les peines. Actuellement là, pour qu'on soit tranquille et que la vraie réconciliation là commence là, il faut que Soro Guillaume vienne nous expliquer. Il faut que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire, il faut qu'il soit attrapé et puis il va s'asseoir devant la justice et puis il va expliquer. Parce que cet enfant, il n'a jamais fait la prison. Il n'a jamais fait la prison, donc il pense que la prison là, c'est les cacahuètes là-bas, on donne aux gens, on donne kep aux gens là-bas, on donne riz grand, on donne frites aux gens. Non, il faut qu'il réponde de ses actes d'abord
Et puis après, on va parler de réconciliation. S'il faut qu'on vienne s'asseoir sur Facebook pour dire au président Alassane Ouattara, monsieur le président, pardon que c'est ton fils, Soro Guillaume et tout ça, il faut qu'on le libère. En ce moment, on viendra s'asseoir encore pour parler au président. Et puis le président va faire des efforts. Il va essayer d'étudier son cas. Sinon, Soro Guillaume ne peut pas quitter en France ou bien il ne peut pas quitter en Europe où il est là, d'après lui, où il se promène là. Et puis venir directement et puis marcher gaillardement comme les Stéphane Kipré là, qui sont tranquilles dans le pays et puis il n'y a rien qui se passe. Alors que vous avez eu plein de preuves que Stéphane Kipré était dans des coups d'État. Il était dans des coups où les gens voulaient déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, nous là, finalement, vous finissez par nous frustrer. Nous, le peuple lambda, nous les citoyens lambda qui mourons là, vous finissez par nous frustrer avec vos attitudes de pardon par-ci, pardon par-là. Parce que ces mêmes-là, ils viennent encore là, ils ne viennent pas pour rester tranquilles, pour créer leur petite entreprise et puis vont travailler. Non, mais ils disent qu'ils viennent pour faire la politique. Donc ça veut dire qu'ils ont en esprit venir nous gouverner. Nous qu'ils ont fait tuer autrefois, ils ont en esprit venir nous gouverner. Donc, cher président, revoyez aussi cette partie-là. Revoyez cette partie-là. Au nom d'une réconciliation, vous n'allez pas libérer tout le monde, vous n'allez pas faire des faveurs à tout le monde. Non, ça ne peut pas se faire. Parce que nous, citoyens lambda, nous aussi, on vous regarde. On vous regarde. Il faut que les gens payent pour ce qu'ils font. Voilà. C'était ce que j'avais à dire sur le cas du collaborateur de Soro Guillaume. Maintenant, chers parents, chers amis jeunes de Côte d'Ivoire, nous allons décrypter ici le courrier de, comment il s'appelle, Jean Bonnet, adressé à monsieur Laurent Gbagbo. Jean Bonnet, moi, j'ai intitulé son courrier là, le bilan de Laurent Gbagbo fait par monsieur Jean Bonnet. On va le lire ensemble, ce petit bilan là, que Jean Bonnet a fait soigneusement. On va le lire ensemble. Il est là, hein? Je n'invente rien. Je vais mettre ça devant vous. Je vais le lire. Je vais lire, mais je ne pourrai pas vous montrer ça parce que vous allez voir ça renversé si je vous montre en écran. Donc, on va lire. On va lire ça ensemble tranquillement. On dit parole forte. Parole de Jean Bonnet pour mieux présenter Laurent Gbagbo. Dit génie ou animal politique. Alors, Jean Bonnet dit, il dit, je lis ça et là, qu'un tel serait un génie politique, quelquefois, qu'un tel serait un génie politique, point. Quelquefois, je me demande si je dois en rire ou en pleurer. Analysons ensemble. Jean Bonnet nous dit qu'il attend ci et là, qu'on dit qu'il y a un génie politique. Et donc, quand lui, Jean Bonnet, comme il connaît la personne qu'on appelle génie politique, là, comme il connaît sa façon de fonctionner, il connaît ses rouages, il connaît ses marmailles, il dit des fois qu'il est assis là, il ne sait pas s'il faut en rire ou bien s'il faut en pleurer. Donc, il nous explique. Il dit octobre 2000. C'est Jean Bonnet qui nous dit. Il dit octobre 2000. Après 20 ans passés dans l'opposition pour qu'il soit élu, il parle de Laurent Gbagbo. C'est Jean Bonnet qui écrit, c'est Jean Bonnet qui parle. Il dit après 20 ans dans l'opposition, pour qu'il soit élu, il a fallu exclure 2 de ses principaux adversaires politiques. Jean Bonnet nous dit ici que en 2000, là, pour que M. Laurent Gbagbo soit élu président, il a fallu que M. Laurent Gbagbo exclue M. Bédié et M. Ouattara. Et Jean Bonnet nous dit quel honneur a-t-on à avoir battu Guéhi Robert. Voilà. Donc c'est Jean Bonnet qui nous dit, il dit que Guéhi Robert n'était pas quelqu'un. Je vais dire ça comme ça, paix à son âme, je respecte son âme. Mais quand Jean Bonnet pose la question, à savoir que quel est l'honneur, quel est le plaisir qui est d'en faire débattre Guéhi Robert? Parce que Guéhi Robert n'avait pas de parti politique. Guéhi Robert, c'était un militaire. Donc, Guéhi Robert n'a pas de militants. Donc, quel honneur? Pourquoi qu'on bat Guéhi Robert et puis on va se féliciter de ça? Non. Jean Bonnet nous dit ici, non. À vaincre sans
périls, on triomphe sans gloire. C'est ce que je vous expliquais. Jean Bonnet dit que vaincre un type comme Gueye là, on ne fait pas ça, c'est pas une gloire. Et il nous explique pour nous dire qu'en réalité c'est un échec. Donc, je vais vous reprendre le premier paragraphe assez rapidement. Il dit, après 20 ans passés dans l'opposition, pour qu'il soit élu, il a fallu exclure 2 de ses principaux adversaires politiques, Bédié et Ouattara. Quel honneur a-t-on à avoir battu Gueye Robert? Non, à vaincre sans péril, on ne triomphe sans gloire. C'est en réalité un échec. Le premier paragraphe, Jean Bonnet nous dit que là, en 2000, Laurent Gbagbo a fait un échec. Parce que lui, quand il fait la synthèse des choses, quand il voit comment Laurent Gbagbo a été élu, pour lui, Jean Bonnet, c'est un échec. Il poursuit. Il dit décembre 2000. Là, le premier paragraphe, c'était en octobre 2000, si vous voulez prendre des notes. De toute façon, c'est sur Facebook. Hein. Ça, c'était en octobre 2000. Après, il prend décembre 2000. Il dit le RDR ne participe pas aux législatives. Nommé cela, il ne gagne pas. Ça veut dire quoi? Le RDR, à son temps, n'a pas participé aux élections législatives. Mais Laurent Gbagbo n'a pas gagné les législatives. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu la majorité à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, dans l'histoire du monde, c'est une première fois qu'on voit un président. Lui, il est élu président et puis il n'a pas la majorité. Hein? Il n'a pas la majorité des députés à l'Assemblée. Donc, Jean Bonnet nous dit Oufoué, Bédié et Ouattara au pouvoir ont toujours eu la majorité absolue au Parlement. Encore un échec pour Laurent Gbagbo. C'est ce que je vous expliquais. Normalement, quand tu es président de la République, c'est toi qui dois avoir plus de députés techniquement. C'est toi qui dois avoir plus de députés à l'Assemblée nationale. Parce que ce sont ces députés-là qui vont t'aider à faire appliquer ton programme de gouvernance. C'est-à-dire que ton programme de société que tu as présenté aux personnes, aux populations, et puis les populations t'ont voté là. Si tu n'as pas la majorité au pouvoir, à l'Assemblée nationale, tu ne peux pas faire exécuter ton plan de société. D'accord? Donc, Jean Bonnet nous dit là encore, c'est un échec. Mais effectivement, c'est un échec. Parce qu'un président qui est élu, qui n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, c'est un échec. Famille, ça, on ne dit pas ça. Quand on dit ça, ça veut dire qu'on a insulté M. Laurent Gbagbo. Mais non, on ne l'a pas insulté. Ce sont les faits. Et ça, beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas ça. Parce qu'ils étaient encore très jeunes. Et puis, ils étaient manipulés. Donc, beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas que ce qui est arrivé au président, l'ancien président Laurent Gbagbo, et puis il ne pouvait rien faire en Côte d'Ivoire là. C'est ce que je vous disais quand il faisait les campagnes. Parce que tout simplement, il était président, mais il n'avait pas la majorité. Donc, tout ce qu'il mettait comme programme ici, c'est pour son programme de gouvernance à l'Assemblée nationale, c'était boycotté fort. Donc, il ne pouvait rien réaliser. Mais il faisait croire qu'il était Gangamba. Il faisait croire qu'il pouvait faire des choses. Et que c'était la rébellion qui l'avait empêché. Mais il n'a jamais dit aux Ivoiriens que c'est difficile pour moi parce que vous n'avez pas mis les députés comme il fallait dans vos régions. Vous n'avez pas voté les députés comme il fallait dans vos régions. Donc c'est difficile pour moi de faire appliquer mon programme de société. Ça, on n'avait jamais appris ça. C'est le deuxième paragraphe de Jean Bonnet. Le troisième paragraphe, Jean Bonnet nous dit en mars 2001, le RDR et le PDCI participent au municipal. Municipal, ça veut dire que les élections de mairie. Bien qu'étant au pouvoir, ils ne gagnent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Laurent Gbagbo a encore d'en faire des maires là. Il n'a pas eu beaucoup de maires par rapport au RDR et au PDCI. En 2001, les élections municipales. Laurent Gbagbo n'a pas eu beaucoup de maires. Le PDCI a eu beaucoup de maires. Le RD a eu beaucoup de maires. Donc, Laurent Gbagbo encore, dans les municipales, il était minoritaire. Et donc, le RDR et le PDCI participent au municipal. Bien qu'au pouvoir, ils ne gagnent pas.
Mieux, il perd dans ses fiefs. C'est-à-dire que les municipales, la mairie, là, Laurent Gbagbo a perdu dans ses fiefs. Et Jean Bonnet nous cite, il dit Gagnoa, Daloa, San Pedro, notamment encore un échec. C'est-à-dire à Gagnoa, à Daloa, à San Pedro. Laurent Gbagbo n'a pas eu des maires quelque part dans les petits coins là. Il a perdu. Donc pour Jean Bonnet, là encore c'est un échec. Mais ce n'est pas seulement pour Jean Bonnet. Pour nous les Ivoiriens, si on savait, on allait conclure aussi, comme Jean Bonnet le fait aujourd'hui là. Parce que Jean Bonnet, c'est que Laurent Gbagbo devait nous faire, puis on devait avoir compassion de lui, mais on devait comprendre mieux sa situation. Pourquoi il n'a pas pu gérer le pays là. C'est Jean Bonnet qui nous fait ce bilan à la place de M. Laurent Gbagbo. C'est Jean Bonnet qui nous fait le bilan. Ça, c'était en mars 2001 pour les municipales. Gbagbo Laurent était président de Côte d'Ivoire, mais il n'avait pas la majorité des maires. Voilà. Jean Bonnet continue, il dit en 2002, tous les moyens que confère le pouvoir d'État, il ne gagne pas les législatives des conseils généraux. Il ne gagne pas les élections des conseils généraux. C'est-à-dire que dans les villes, là, par exemple, on dit conseil général du Gore. Laurent Gbagbo, là-bas encore, dans les conseils généraux, là, Laurent Gbagbo a perdu. Jean Bonnet nous dit encore qu'en 2002, là, il a eu un balèze échec. C'est-à-dire il a tapé un poteau même. C'est-à-dire devant, derrière, a tapé poteau. Dans les conseils généraux, là, il n'a pas eu la majorité aussi. Donc, là encore, c'était un échec. Et Jean Bonnet qui va plus loin pour nous dire qu'en 2002 et 2003, une rébellion contrôle une partie, c'est-à-dire la rébellion de Soro-Guillaume, contrôle une partie du pays. Et il règne en maître absolu. Impensable. Sous Oufoué ou Ado, encore un échec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous Laurent Gbagbo n'a pas pu mater la rébellion de Soro-Guillaume. Oui. Laurent Gbagbo n'a pas maté la rébellion de Soro-Guillaume. Donc, ils sont restés là-bas, ils ont régné en maître. Et nous avons vécu ça. Ceux qui vivaient à Abidjan, là, ce sont eux qui payaient les factures des gens des Boaké du Nord. Boaké, là, les gens vivaient, ils ont l'eau, ils ont courant, on ne peut pas couper l'eau, on ne peut pas couper courant sur eux. Et puis, ils ne payaient aucune facture. C'est ici, Abidjan, qui payait tout ça. Ce n'était pas un échec, ça. C'est un échec. On ne dit pas ça. On dit ça. On dit ça. Ce n'est pas parce que c'est Laurent Gbagbo qu'on ne dit pas ça. Mais ça là, tout ce bilan-là, c'est ce que Laurent Gbagbo devait nous faire. Le FPI devait nous faire ce bilan-là pour dire que c'est vrai. Peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez beaucoup plus clair. Mais nous allons vous expliquer pourquoi on n'a pas pu gouverner pendant ces 10 années correctement. On n'a pas pu gouverner, on n'a pas pu réaliser notre projet de société parce qu'on n'était pas majoritaire à l'Assemblée nationale, parce qu'on n'avait pas beaucoup de maires, parce qu'on n'avait pas beaucoup de conseils généraux pour faire passer. Ça veut dire que ce n'est pas les conseils généraux là, ce sont eux qui décident dans les villes et dans les régions là, pour dire bon, aujourd'hui dans tel coin, on doit aller refaire les routes, on doit faire ceci, on doit faire cela. Mais c'est le conseil général qu'il faut voir ça. Hein? Oui, c'est le conseil général pour refaire les routes, pour essayer de réhabiliter les écoles et tout ça. Mais oui, le conseil général participe. Eh oui, si vous ne savez pas ça, moi je vous le dis. Donc Laurent Gbagbo n'avait pas la majorité de toutes ces choses-là. Comment pourrait-il, comment il allait pouvoir gouverner? Mais ça, il pouvait l'expliquer à la population. Il pouvait expliquer ça à la population, mais il n'a pas expliqué ça à la population. Ils ne nous ont pas expliqué ça. Ce qu'ils nous ont expliqué, ils nous ont expliqué que eux, dans le pays, là, il y a l'argent. Dans le pays, là, il y a l'argent. Donc, c'était les RAF4. C'était les maîtresses. Dans le pays, là, il y a l'argent. Donc, il fallait faire tout et n'importe quoi. D'accord? En ce moment-là, Gbagbo Laurent pouvait nous dire qu'il était en difficulté. Et là encore, Jean Bonnet continue pour nous dire, en octobre 2010, contrairement aux autres chefs d'État de la sous-région qui tous gagnent les présidentielles chez eux dès le premier tour ou avec une confortable avance.
C'est-à-dire quoi? Jean Bonnet nous dit que dans la sous-région, là, tous les présidents, là, quand ils s'en vont aux élections, les présidents sortants, là, quand ils se représentent, s'ils doivent se représenter, là, ils gagnent à plat de couture, c'est-à-dire dès le premier tour. Ils ne sont pas dans Yaya. Donc Jean Bonnet nous dit, il gagne les présidentielles au premier tour avec une considérable avance. Lui, il ne s'en sort qu'avec 38%. C'est-à-dire que Laurent Gbagbo, lui, il est parti aux élections. Lui, il organise les élections. Son premier ministre, Soro Diom, à la tête. Il dit qu'il organise les élections. Soro Diom, qu'il a mis comme premier ministre, là, son enfant, son toutou, organise les élections. Et puis lui, Laurent Gbagbo, au premier tour, il a 38%. Au deuxième tour, il a fallu annuler, c'est pas moi qui dis, hein, c'est Jean Bonnet qui nous fait le point. Il dit au deuxième tour, il a fallu annuler les votes dans 7 grands départements du Nord pour qu'un conseil constitutionnel envoûté par le diable proclame sa victoire. Victoire, il met entre parenthèses, il met un petit guillemet, il dit à 51%. Encore un échec. Ah bon, le FPI là, vous avez vu, tout sort. Et nous, c'est ce qu'on dit depuis, c'est ce qu'on essaie de dire à la population pour dire que Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections. Laurent Gbagbo a utilisé la ruse. Laurent Gbagbo a utilisé la population. Laurent Gbagbo s'est dit qu'il va mettre la population dans les rues et puis le président Alassane Ouattara et son camp, ils ne vont pas aller loin. Ils ne vont pas engager la battle. Parce que lui là, il s'est manipulé, il s'est utilisé. Jean Bonnet nous dit, un bon président qui organise les élections, c'est au premier tour qu'il gagne. Mais il n'a pas 38%. Et même, deuxième tour où ils sont partis là, pour avoir 51% que son ami, comment il s'appelle, le monsieur du Conseil constitutionnel là, a déclaré que Laurent Gbagbo était président. Là. Mais il a fallu qu'il annule 7 grandes régions. Non, 7 grands départements du Nord. Il a annulé 7 grands départements du Nord pour que Laurent Gbagbo ait 51%. Donc, c'est un échec. Mais ça là, quand tu vas en prison jusqu'à et puis tu viens là, tu fais le bilan aux Ivoiriens, tu expliques ça aux Ivoiriens, tu ne laisses pas Jean Bonnet nous expliquer ça. Parce que Jean Bonnet là, il n'était pas au FPI. Hein. Il côtoyait Affi N'Guessan de près, de loin, mais il n'était pas au FPI. Mais celui qui nous fait le bilan du FPI, ce que les gens du FPI, les militants du FPI n'ont pas la force de dire là, n'ont pas la force d'expliquer aux gens pour qu'on comprenne leur situation là. Mais c'est ce que Jean Bonnet nous explique. Comment Laurent Gbagbo a perdu les élections en 2010. 2011, Jean Bonnet continue. Il dit il est capturé et trimballé en prison. Il est trimballé de prison en prison alors que les rebelles qui l'ont attaqué vaquent eux tranquillement à leurs occupations. Encore un échec. Jean Bonnet nous dit, les rebelles, c'est-à-dire les Soro Diom là. Soro Diom qui a pris Laurent Gbagbo, qui l'a attrapé, qui a dit envoyez-le à la haie là. Soro Diom, lui, il était tranquille, il était président, il tournait dans le pays, il faisait tout ce qu'il voulait pendant que Laurent Gbagbo était attaché à la CPI là-bas. Jean Bonnet nous dit là encore c'est un échec. Effectivement, c'est un échec. Moi, j'appuie pour dire que c'est un échec, un balèze échec. Les gens du FPI là, ils nous doivent des comptes. Mais Jean Bonnet, comme Jean Bonnet, il nous fait le plaisir de nous expliquer, on se sert de ça et puis on donne notre mot. Jean Bonnet nous dit, juillet 2021, c'est-à-dire hier seulement là, parce qu'on est en août, Jean Bonnet nous dit, après 10 ans passés à la CPI, il s'aplatit devant Ouattara à qui il demande, on dit après 10 ans passés à la CPI, M. Laurent Gbagbo arrive, il vient s'aplatir, il vient être un bébé devant M. Alassane Ouattara. Il ne demande pas à M. Alassane Ouattara qui a gagné les élections de 2010. Ça, c'est Jean Bonnet qui le dit, ce n'est pas moi. Il dit qu'il ne demande pas qui a gagné la présidentielle de 2010, mais l'appelle à plusieurs reprises, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République, et lui présente comme tel des doléances. Encore un échec. Jean Bonnet nous dit ici,
que les militants de Laurent Gbagbo ont dit que quand Laurent Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire, lui partait s'asseoir sur le trône. Laurent Gbagbo n'est pas parti sur le trône, mais pire, ce qu'il a fait, il est parti appeler M. Alassane Ouattara. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Et puis encore, Laurent Gbagbo n'est pas parti lui-même dans les geôles des prisons là. Il va ouvrir les prisons en bris et puis enlever ses gars dedans. Mais il a présenté une liste au président Alassane Ouattara avec une petite voix, avec sa plus belle petite voix pour dire au président Alassane Ouattara, si tu peux faire quelque chose pour eux, je ne te force pas la main, mais c'est quand tu veux, quand tu pourras, quand tu as te senti, si tu peux vraiment faire un geste pour ces personnes-là. Jean Bonnet nous dit encore en juillet 2021, là, Laurent Gbagbo a tapé poteau. Août 2021, après s'être vainement accroché au FPI, lui qui s'autoproclamait illégalement président du FPI, finit par aller créer un nouveau parti, ayant échoué face à Afi N'Guessan, qu'il disait pourtant avoir radié et exclu du FPI. Lamentablement, échec. Jean Bonnet nous explique pour dire que Laurent Gbagbo, depuis la haie, il a formaté des coups pour dire que Afi N'Guessan est radié du FPI. Afi N'Guessan n'est plus du FPI. Mais quand Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, il est incapable de s'asseoir avec M. Afi N'Guessan. Il est incapable d'affronter même M. Afi N'Guessan pour dire, vous là, les repéros là, mettez-vous de côté. Moi, je vais appeler Afi pour parler avec lui. Il ne l'a jamais fait une seule fois. Mais non seulement ça, il ne l'a pas fait, mais Afi N'Guessan a pris sur lui de faire la démarche. D'abord, Afi N'Guessan allait l'accueillir à l'aéroport. Mais à cause d'Afi N'Guessan, il n'est pas rentré comment on appelle, dans la salle présidentielle. Afi N'Guessan n'a rien dit. Afi N'Guessan lui a donné du temps. Afi N'Guessan fait un courrier pour dire, je vais te rencontrer. Personne, Laurent Gbagbo n'a pas répondu à ça. Mais ce que Laurent Gbagbo a préféré faire, lui qui dit qu'il est venu pour la réconciliation, lui qui dit qu'il est venu parler de paix, de réconciliation, il a préféré fuir Afi N'Guessan. Il a préféré donner droit à Afi N'Guessan. Il a préféré dire à Afi N'Guessan, garde les logos du FPI là, garde du toi. Moi je quitte, je ne suis plus vers toi. Je ne vais pas vers toi. Moi, ce qui m'a choqué dans l'affaire, c'est que M. Afi N'Guessan a essayé de faire des démarches. Et M. Gbagbo n'a pas réagi. Mais M. Gbagbo devait même essayer de faire des démarches vers Afi N'Guessan. Si Afi N'Guessan mettait une résistance en ce moment-là, oui, M. Gbagbo va dire, bon, comme je ne veux pas les problèmes, je suis fatigué avec les tribunaux parce que c'est ce que ces gens-là écrivent. Que Laurent Gbagbo a fait 10 ans, il fait des prisons en prison. Pourquoi il va venir encore se battre à Afi N'Guessan pour une histoire d'un FPI? Que lui n'a plus envie d'aller au tribunal. Il n'a plus envie d'aller, il n'a plus envie de se retrouver devant les juges. Mais en même temps, M. Laurent Gbagbo qui n'a pas envie de se battre pour prendre son FPI. Mais M. Laurent Gbagbo a la force de se trouver devant les tribunaux, de trimballer sa femme devant les tribunaux pour dire qu'il veut divorcer. Donc c'est comme ça, vous faites du 2 poids 2 mesures. Moi, souvent, j'ai dit que vous êtes incongru. Je n'ai pas fait Sciences Po. Mais quand j'analyse vos faits et gestes, quand j'analyse vos comportements, là, j'ai dit que dans votre histoire, là, il y a de la grosse marmaille dedans. Oui, il y a de la marmaille. Il y a de la marmaille. Donc, Jean Bonnet nous explique ici que Laurent Gbagbo a fui Afi N'Guessan, il a tapé poteau. Il dit actuellement, il nous parle d'actuellement en août, où on est là, en 2021. Il dit le rancunier qui veut enfariner les Ivoiriens avec un pseudo discours de réconciliation nationale refuse de parler à Simone Gbagbo, à Blé Goudé, qui s'est occupé de lui pendant 8 ans à la CPI, et Afi qui a tenu haut l'étendard, du FPI pendant que ses camarades fuyaient tous vers le Ghana. Mais oui, Afi, M. Jean Bonnet a raison. Pendant que Afi se faisait mettre en prison plusieurs fois, pendant que Afi affrontait M. Alassane Ouattara, pendant que Afi affrontait le RHDP, les Kone Katina vivaient comme des pachas au Ghana. C'est ça que le vrai point. C'est Jean Bonnet qui le dit. Hein. Pour dire que les camarades aujourd'hui, ceux qui entourent Laurent Gbagbo, qui crient là, ils ont fui, ils sont partis vers le Ghana. Aveu d'échec. M. Jean Bonnet nous dit que là encore, un échec. Laurent Gbagbo a tapé
tapé poteau. Il dit aveu d'échec d'un homme incapable de rassembler autour de lui. Oui, nous autres, on avait déjà entendu ça. On avait déjà entendu que Laurent Gbagbo, il ne règle pas les problèmes. Paix à son âme, M. Bon Boabré. Paix à son âme, M. Désiré Tagro. Voici deux enfants de la même région qui avaient problème. Mais Laurent Gbagbo n'a jamais fait asseoir ces deux petits-là pour leur parler, pour dire je ne veux pas entendre de palabres entre vous. Il faut la paix autour de moi. Mais il les a laissés se bouffer en douce. L'autre creuse en bas de l'autre, l'autre creuse en bas de l'autre. Laurent Gbagbo savait qu'il y avait des problèmes. Nous, là, on a appris ça. Et des exemples comme ça sont légion autour de Laurent Gbagbo. Donc, Laurent Gbagbo, là, il ne sait pas régler le problème de quelqu'un. Donc, ce n'est pas pour le FPI là qu'il allait régler. Nous, là, on a vu loin. On a dit que ça, là, ça a fini par parti politique. Ça a fini par aller créer un parti politique. Simon Gbagbo les a surpris la dernière fois dans leur réunion, là. Parce que la place où elle était assise, là, on a vu sa place, là, il n'y avait même pas son nom marqué sur la chaise. Ça veut dire qu'elle n'était pas invitée. Elle n'était pas prévue à la cérémonie. Mais elle a débarqué. Elle a débarqué pour dire si c'est moi que tu veux fuir, là. Moi, là, aujourd'hui, là, je suis libre dans ce pays, là, je circule. Oui, je circule. Donc, là où vous allez vous asseoir, là, je vais venir m'asseoir. Comme ça, vous allez regarder mon visage, là. Et puis, vous allez créer votre nouveau parti politique, là. Et puis, je vais voir où vous allez me mettre. Je vais voir ce que vous allez me dire. Je vais voir ma position. Donc, elle est partie là-bas en brie. Simon Gbagbo n'est pas parti pour faire parti politique, hein, Laurent Gbagbo, hein. Elle est partie en brie. Parce qu'on dit le visage, là. Quand on regarde ça, on a honte. Donc, elle est partie s'asseoir. Vous avez bien vu, hein, qu'ils ont montré les images, là. Sur le fauteuil de Mme Simone Gbagbo, là, il n'y avait rien qui était prévu pour elle. Il n'y avait pas son nom marqué. C'est ça le vrai point. Nous, là, on décrypte. Donc, on voit tout. On sait tout. On essaie de comprendre. On essaie de lire entre les lignes. On essaie de voir ce qu'ils ne disent pas. Et on vient s'asseoir pour vous parler. Vous, jeunesse ivoirienne. Voilà. Donc, M. Jean Bonnet nous dit que Laurent Gbagbo, il a été incapable. Il est incapable de rassembler autour de lui, de régler les problèmes autour de lui, de régler les problèmes de son propre parti. Alors dites-moi, en quoi un tel homme est un grand stratège? Afi est un stratège parce que, il dit Afi est un grand stratège parce qu'il a gagné la bataille du contrôle du FPI. Je suis d'accord avec Jean Bonnet. Afi, c'est ce qu'on appelle stratégie. Afi dit que vous, tous qui parlez là, on se connaît en détail. J'attends Laurent Gbagbo ici parce que je sais que celui qui est en bas de ça, il va venir me trouver moi, Afi. Il va regarder mes narines là, et puis il va me dire que lui, il est président du FPI. On va regarder dans nos tests si c'est dedans. Afi a attendu. Afi est resté ferme sur sa position. Les gens sont montés, sont descendus. Afi est resté ferme. Donc quand Laurent Gbagbo vient, Afi, il attend Laurent Gbagbo. Là, Laurent Gbagbo aussi ne fait pas face à Afi. Il donne droit à Afi. Donc c'est Afi qui est stratège. Moi, je suis d'accord avec Jean Bonnet. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, Jean Bonnet continue pour dire Bédier est un stratège parce qu'il a fait de son adversaire politique. Parce que Bédier a fait de Laurent Gbagbo d'hier, de son adversaire politique d'hier, un escabeau sur lequel il compte marcher pour accéder au pouvoir en 2025. Mais c'est vérité. C'est la vérité parce que Bédier, là, lui seul, son PDCI, là, ne peut pas faire que Bédier va être président de la Côte d'Ivoire. Donc, les quelques éléments de Laurent Gbagbo, là, Bédier va mettre les moyens parce qu'il sait qu'il va se servir des gens de Laurent Gbagbo. Et puis, ils vont aller se faire enrôler. Ils vont avoir leur carte d'identité. Ils vont se mettre sur les listes électorales. Et puis, ils vont voter. Parce que eux, dans leur tête, là, quand ils seront votés, là, c'est pour Laurent Gbagbo qu'ils vont aller voter. Mais en fait, non. Laurent Gbagbo va dealer pour mettre Bédier au pouvoir. C'est ce que Jean Bonnet est en train de nous dire. Hein. Il dit là, Bédier est stratège que Laurent Gbagbo. Jean Bonnet continue pour dire Ado est un stratège parce que malgré tous les adversaires, malgré tous les bavardages inutiles sur le patriotisme et les attaques qu'il a subies, il fera tranquillement le 3e mandat. Là, je suis d'accord avec toi, mais je ne suis pas trop d'accord avec toi, M. Jean Bonnet, parce que le président Alassane Ouattara ne fait pas un 3e mandat. Il fait un 1er mandat de la 3e République. Maintenant, si tu dis qu'il fait un 3e mandat pour narguer ceux qui ont dit non au 3e mandat, là, je suis d'accord. Parce qu'eux, ils se sont bourrés. Ils ont manipulé la communication pour donner aux Ivoiriens, pour faire croire aux gens que le président Alassane Ouattara faisait un 3e mandat, mais il ne faisait pas un 3e mandat. Il faisait un 1er mandat de la 3e République. Voilà. Et M. Jean Bonnet termine pour dire
mais votre gars là, il parle de Laurent Gbagbo, qui navigue d'échec en échec depuis 40 ans. En quoi est-il stratège? Réduit à lutter un fauteuil présidentiel d'un parti politique avec son ancien collaborateur? Non et non. C'est pas cela un stratège en politique. Jean Bonnet nous dit que c'est pas cela un stratège en politique. Moi, je vais vous présenter une petite vidéo de 3 minutes 22 secondes de Bernard Douza. Nous explique que Gbagbo n'avait pas eu la majorité à la députation, était obligé de faire un deal avec le PDCI RDA. Ça là, parce que tout ce que j'ai dit tout à l'heure là, que Jean Bonnet a dit, que j'ai répété à vous là, je vais quand même vous montrer une petite vidéo, parce que maintenant là, il faut des preuves, on ne va pas parler pour parler. On va écouter Douza, Bernard Douza. Le président Gbagbo en ce moment est en train de faire les mêmes erreurs que... Écoutez, le président Gbagbo prend le pouvoir l'an 2000. Rapidement. La majorité au Parlement, c'était le PRD. On va aux élections législatives en décembre 2000. Face aux électeurs, qui revient majoritairement au Parlement, c'est le PDCR. Donc voilà un président socialiste qui est élu. La majorité est de droite au Parlement. Il est obligé de négocier avec les éléments modérés de cette majorité de droite. Stop. Qui accepte. Bernard Douza nous dit, Laurent Gbagbo est de gauche, Henri Konan Bédié est de droite. Mais le président qui est de la République est de gauche. Mais au Parlement, à l'Assemblée nationale, ce sont les gens de droite qui sont majoritaires. Donc, qu'est-ce que Laurent Gbagbo va faire? Laurent Gbagbo est obligé de faire un deal. Son deal là, c'est quoi? C'est violer notre constitution. Allez, écoutez. Moyennant finance, je n'ai pas présenté un candidat contre le candidat de son parti. Et du coup, on se retrouve donc au Parlement avec Mamadou Koulibaly, seul candidat unique présenté par l'Union FPI et PDC. Nous sommes en otage. Quelle est la marge de manœuvre d'un président socialiste qui est minoritaire au Parlement et où le président de son propre parti, qui devient président de l'Assemblée nationale, est un président qui est mis en place avec l'appui de la droite? Et tu penses que dans un pays comme ça, tu peux mettre un programme à l'envers du peuple sans que la droite ne réagisse, alors qu'elle contrôle le Parlement? Aujourd'hui, le vice-président de la République, c'est Laurent Gbagbo, mais on ne le dit pas. Qui fait les grandes missions pour le chef de l'État? C'est Fologo. Qui vient en France tous les jours pour le président? C'est Fologo. Pourquoi? Parce que c'est Fologo qui représente la droite au Parlement. C'est donc lui qui a négocié avec les députés du PDCI pour que le président de l'Assemblée nationale soit au moins du FPI. Puisque Gbagbo s'est plaint que je suis président FPI, mais si demain il m'arrive une maladie, si j'ai une crise cardiaque, c'est le président de l'Assemblée nationale qui, logiquement, doit gouverner pendant 45 jours, organiser les élections. Mais le PDCI est majoritaire, comment je vais faire? Donc, il faut le dire, président, je vais faire des propositions pour qu'au moins le président de l'Assemblée nationale fasse de votre parti. Voilà donc le consensus dans lequel nous sommes. Donc, nous n'avons pas affaire à Abidjan, à un gouvernement de gauche. Nous avons affaire à un président de gauche pris en otage par la bourgeoisie agraire qui, elle, n'a pas renoncé à ses privilèges. Non, la régie, vous êtes trop fort. Quand vous mettez cette dame-là, qui fait elle est toujours surprise. Elle est surprise pour tout. Voilà. Bernard Douza nous explique clairement. C'est-à-dire Bernard Douza rejoint M. Jean Bonnet pour dire que Gbagbo Laurent est de gauche. Il est président. Et à l'Assemblée nationale, tous les députés majoritaires sont de droite. C'est-à-dire le PDCI contrôle l'Assemblée nationale. Donc, Gbagbo Laurent même là, depuis le premier jour de son élection, pour dire qu'il est président là, et puis il est assis sur le trône là, il savait qu'il ne pouvait pas gouverner la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Parce que pour bien gouverner un pays, il faut que tu aies la majorité à l'Assemblée nationale, comme je vous expliquais au début de ma vidéo, pour dire que ce sont les députés là qui t'aident à faire appliquer ton programme de gouvernance. Donc, Gbagbo Laurent, il ne pouvait rien faire. Ce qu'il pouvait faire là, c'est ce qu'il nous a montré là. Il ne pouvait pas avancer. Gbagbo Laurent,
Quand ils veulent prendre une décision, c'est Flogo qui partait prendre la décision à la place de Gbagbo. C'est Flogo qui a négocié pour que au moins Mamadou Coulibaly soit le président de l'Assemblée nationale. Mais sinon, ce n'est pas parce qu'ils l'ont voté, ils ont gagné, et puis Mamadou Coulibaly était le président. Non, tout ça, ça a été un consensus. C'est-à-dire, ça a été un deal dans deal. C'est pour ça que Laurent Gbagbo, c'était son Flogo qui était comme président. Là. Mais il ne gérait rien du tout. Mais ça, là-haut, tu ne peux pas expliquer ça aux Ivoiriens. De toute façon, tu es terre à terre. Là. Tu pouvais nous expliquer ça. Pour dire peuple de Côte d'Ivoire, c'est vrai, vous m'avez donné le trône. Mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Donc, en fait, si je comprends, hein, les Ivoiriens, là, ce n'est pas parce qu'ils aimaient Gbagbo pour être président. Mais ils l'aimaient parce qu'il était populiste, parce qu'il parlait leur langage. C'est tout. Parce que s'ils comprenaient Gbagbo, s'ils aimaient Gbagbo, s'ils avaient voulu que Gbagbo gouverne la Côte d'Ivoire, mais Gbagbo allait bien faire les campagnes pour expliquer aux gens ce qu'on appelle un député. Pourquoi lui, Gbagbo Laurent, il doit avoir des députés partout? Il n'a pas pu le faire. Quand il a fait des troupes patrouilles, Gueye et puis il a été président. Là. Mais les résultats sont là. Il n'a pas eu la majorité à l'Assemblée nationale. Il n'a pas eu beaucoup de maires non plus. Il n'a pas eu beaucoup de conseils généraux. Donc, Gbagbo Laurent allait gouverner comment? Mais ça là, tu viens t'asseoir et puis tu dis ça au peuple ivoirien. Mais tu ne te mets pas en victime. Tu ne fais pas croire au peuple que toi, tu as ton programme que tu veux faire dérouler, mais il y a la rébellion. Pourquoi tu mets ça sur la rébellion? La rébellion n'était même pas encore prête pour toi. Quand toi-même, tu savais que ton programme ne pouvait pas passer. La rébellion n'avait même pas encore commencé. Quand toi-même, tu savais que c'était ton Flogo qui était assis à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, un type comme ça, c'est maintenant, là, vous allez encore le mettre en Côte d'Ivoire comme président. Là où nous les séries Solange, on voit clair, puis on sait parler, puis on parle à la population, puis on parle à des gens, et puis près d'une heure, on mettait près de 400 personnes en direct là. C'était comme je faisais un meeting. Et là, les gens sont en train de m'écouter depuis près d'une heure. C'est là que M. Laurent Gbagbo va venir avoir les députés dans les coins comme les Guibérois. Moi, je suis là. Je suis calé. Je fais partie de ça. Laurent Gbagbo ne va pas avoir maire là-bas, il ne va pas avoir député là-bas. On va aller sur le terrain. Voici les preuves. Toutes ces preuves, on va montrer ça à nos parents. Laurent Gbagbo, là, il était président. Vous l'avez mis président pour s'enrichir. Vous l'avez mis président pour mettre l'argent dans ses poches. Vous l'avez mis président pour que les gens comme ces gens-là, les Stéphane qui soient riches. Mais il ne pouvait rien faire d'autre. En dehors d'acheter ces gens-là qu'il a mis autour de lui, là, il ne pouvait pas se mouvoir. Tout ce qu'il pouvait faire, là, c'est les maîtresses, là, acheter les RAV4. Point. Mais il ne pouvait pas se mouvoir parce qu'ils n'avaient pas la majorité nulle part. On va continuer cette petite vidéo-là parce qu'elle me plaît trop. Je n'ai plus de mots. Si, il faut avoir des mots. Je demande pardon à toute la nation. Il ne faut pas demander pardon au Léonard. Notre haine, notre douleur, transformée en combat. C'est tout. Est-ce qu'elle dit, vous avez vu? Est-ce qu'elle dit, tu as raison? C'est ça là. Demain, c'est comme ça qu'on va parler aux Ivoiriens. Vous avez vu? Donc aujourd'hui là, je voulais faire ce petit décryptage des Jean Bonnet là. Mais la prochaine fois, comme moi j'ai pris l'habitude de faire des petites vidéos, mais des vidéos d'anthologie, on va se parler avec les vidéos à l'appui, avec les preuves à l'appui, pour que les Ivoiriens, vous compreniez qu'il y a longtemps qu'on était dans une marmaille qui ne disait pas son nom. Aujourd'hui, là, vous avez d'autres cyberactivistes qui parlent dans ce même sens-là, pour vous éveiller les consciences, et pour éclairer vos lanternes. Ne nous minimisez pas. Vous avez le devoir de nous soutenir. Vous avez le devoir de nous booster. Vous avez le devoir de nous protéger en partageant nos vidéos, en emmenant nos vidéos très loin. Quand on vous demande de liker, c'est pas pour faire genre, mais c'est pour qu'on libère le maximum de jeunes. C'est pour qu'on désenvoûte le maximum d'Ivoiriens qui a été pris dans un filet. Parce que ça, ils ne comprennent pas. Je vais mieux développer ça une prochaine fois avec des vidéos à l'appui. Famille, sur ce, moi je vais vous souhaiter une agréable soirée.
Et puis continuez. Je ne sais pas quel est le problème que vous rencontrez sur ma chaîne YouTube, mais vous n'arrivez pas à aller vous abonner. C'est difficile. Le fait qu'on vous demande votre adresse mail, c'est normal. Qu'on vous demande votre adresse mail, c'est normal. Vous mettez votre adresse mail, vous mettez votre, comment on appelle ça, votre mot de passe, et puis vous vous abonnez tranquillement. Depuis là, le chiffre n'augmente pas. Vous ne montez pas. Comment on peut aller faire des vidéos là-bas? On ne pourra pas. Alors que la chose importante arrive, nous sommes dans les... Il faut que nous restons dans la mobilisation, dans l'éveil des consciences jusqu'en 2025. Parce que moi, je serai contente, je serai heureuse de me mettre devant vous quand le président Alassane Ouattara finit son quinquennat sans qu'il y ait un seul Ivoirien amené à la mort sous affrontement, soit disant que des opposants les ont appelés pour aller dans les rues. Je vous souhaite à vous tous vraiment une agréable soirée. Que chacun reçoive la paix dans son cœur. Que chacun veille sur sa famille. Que nous tous, nous puissions protéger le quinquennat du président Alassane Ouattara. Que nous puissions dénoncer tout ce qui n'est pas normal. Que nous puissions éclairer les Ivoiriens qui ne comprennent pas beaucoup. Je vous souhaite bonne soirée. Au revoir. Merci.